Europe 1, il est 8h19, l'heure de l'interview politique d'Europe 1. Ce matin, Jean-Philippe Ballas, vous recevez le sénateur Jean-Pierre Chevènement, président d'honneur du mouvement républicain et citoyen. Bonjour Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Phrase d'un homme que vous connaissez bien, Michel Rocard. Il avait ensuite ajouté « La France doit savoir en prendre sa part ». De Nice à Calais, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'immigration clandestine dans l'actualité. La France, effectivement, ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ce n'est pas un problème nouveau. Il se pose depuis plusieurs décennies. Il ne faut pas faire comme si on le redécouvrait tous les jours, sauf à vouloir entretenir je ne sais quel malaise dans l'opinion publique. On n'a que quelques bagarres, notamment à Calais. Oui, bien sûr, mais je dirais ce problème est un problème de fond. Et il faut le dire, le répéter, la France a le droit de dire qui peut ou ne peut pas s'installer à demeure sur son sol. C'est un principe de base. À partir de là, il faut traiter les affaires sans démagogie, mais avec fermeté, avec humanité. Mais on ne peut pas sortir de ce problème de l'immigration sans qu'on ait résolu bien en amont les problèmes de développement, les problèmes de sécurité qui génèrent ces flux à travers notamment la Méditerranée. Donc je reviens sur des missions que j'ai accomplies dans le Sahel. Tant qu'on n'aura pas stabilisé cette vaste zone, et ça c'est l'objet d'une politique générale, eh bien on ne pourra pas faire front face à cette immigration désordonnée. Prenons un exemple, la Libye. Nous avons situation explosive pour le moins actuellement. Situation explosive. La Libye avait beaucoup de défauts à l'époque de Mouammar Kadhafi, mais la Libye exerçait un contrôle sur ses frontières. Nous avons détruit la Libye, il faut le dire. La France, l'Angleterre, sous l'impulsion de M. Sarkozy, peut-être de M. Bernard-Henri Lévy, ont décidé qu'il fallait aller faire le ménage. On a violé la résolution des Nations Unies qui nous donnait le droit de protéger les populations de Benghazi. On est allé jusqu'au changement de régime. Voilà, résultat de l'ingérence. Aujourd'hui, c'est le désordre complet. Deux villes rebelles, Misrata et Zintan, ont pris la tête de deux mouvements opposés. Les islamistes d'un côté, les soi-disant démocrates de l'autre. Vous dites que nous n'avons rien anticipé finalement. Mais je vous fais remarquer que la politique d'ingérence est à la mode depuis très longtemps. Regardez le résultat en Irak aujourd'hui. On vient se plaindre du sort des chrétiens d'Irak. Moi, je les connais, je suis allé les voir à Bagdad en 1990. Je savais ce qui se jouait. Et on a préféré la guerre à la paix, qui était possible, car on pouvait obtenir le retrait de Saddam Hussein du Koweït. Il valait mieux avoir une dictature laïque, sur lesquels nous pouvions exercer une magistrature d'influence, plutôt que de livrer l'Irak au chaos, à la partition. Et aujourd'hui, ce n'est plus un État. Ces trois États, le califat islamique, beau résultat de la politique d'ingérence. Je pourrais en prendre d'autres. Et on sait que votre carrière politique aujourd'hui, de toute façon, est intimement liée à l'Irak, puisque personne n'a oublié que vous aviez démissionné de votre poste de ministre de la Défense en 91. Quand on vous écoute aujourd'hui, on se dit que, encore une fois, vous prenez plutôt une solution très en amont, une solution diplomatique à une intervention armée. Je pense que la guerre n'est pas la solution qu'on doit rechercher. Elle peut se révéler inévitable. Je ne suis pas pacifiste, sinon je n'aurais pas été ministre de la Défense, bien évidemment. La France doit avoir la capacité de se défendre, mais quand on peut trouver des solutions politiques, c'est préférable. C'est toujours préférable que d'ouvrir la boîte de Pandore de la guerre. Regardez, nous commémorons le premier centenaire de la guerre mondiale, de la première guerre mondiale, de la Grande Guerre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Quelle leçon à tirer? La leçon à tirer, c'est que bien évidemment les dirigeants de l'époque, les décideurs, et notamment ceux des empires centraux, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, n'ont pas du tout mesuré ni l'ampleur, ni la durée de la guerre, ni ses conséquences. À partir du moment où elle a été déclarée avec la puissance de l'artillerie, elle a entraîné 11 millions de morts. C'était donc une folie. Et je regarde comment les choses se commémorent d'un pays à l'autre. En Allemagne, le livre qui a le plus de succès, c'est un livre intitulé Les Somnambules d'un Australien, Clark, qui met la responsabilité sur la Serbie, la Russie et même un peu la France. Oui, chacun a sa relecture. Oui. C'est assez étonnant d'ailleurs. Il a reçu le prix de l'histoire en France. Et je lis dans Libération
je vais jusqu'au bout, monsieur Geoffrin, mon ami Geoffrin, qui dit, voilà, le grand responsable, c'est le revanchisme français. C'est la volonté de revanche de la France sur l'Allemagne. Mais c'est totalement faux. Ça n'a rien à voir avec la réalité du déclenchement de la Première Guerre mondiale, qui est l'application du plan Schlieffen, qui visait pour l'Allemagne, qui se sentait, à tort ou à raison, à mon avis, à tort, menacée par la Russie, qui visait à se débarrasser de la France en 6 semaines en envahissant la Belgique. Mais qui le rappelle aujourd'hui? J'ai fait un livre où je crois avoir essayé d'être objectif. Je souligne qu'aucune nation, les Allemands pas plus que d'autres, ne souhaitait vraiment la guerre. Proche de nous, Jean-Pierre Chevènement, plus d'1 mois de conflit israélo-palestinien, une trêve très fragile, près de 2000 victimes, une diplomatie totalement dépassée. On a même l'impression que la France, on a beaucoup reproché, notamment à François Hollande et Laurent Fabius, d'avoir tardé à durcir le ton, à parler enfin de carnage, de massacre. On a l'impression qu'on est totalement démunis, que la diplomatie n'existe plus sur cette partie du monde. Parce que la question qui se pose est d'abord, qui sommes-nous? Qui sommes-nous, nous la France? Est-ce que nous sommes membres de la famille des nations occidentales, comme disait M. Sarkozy, ou est-ce que nous sommes l'aîné de la grande famille des nations humaines en général? C'était la définition que la France se donnait depuis la Révolution de 1789. Et nous considérions que notre message n'était pas réservé à une aire géographique déterminée. Eh bien, sur l'affaire israélo-palestinienne, le général de Gaulle, en 1967, avait parlé des malheurs grandissants vers lesquels on irait si les Israéliens occupaient des territoires peuplés d'Arabes. Eh bien voilà, nous sommes là au résultat. Et aujourd'hui, aucune pression, les États-Unis sont totalement absents, Barack Obama ne s'est jamais saisi du dossier. Eh bien, je crois que si on veut travailler réellement à la sécurité d'Israël, il faut aller vers une solution à 2 États, mais il ne faut pas coloniser le petit bout de territoire, 25%, qui est dévolu par les accords d'Oslo aux Palestiniens, ou alors on s'engage dans un conflit dont la solution sera probablement la radicalisation du monde musulman et le naufrage des vieilles nations que nous soutenions jadis, que ce soit l'Irak, la Syrie, etc., organisés autour de vieilles capitales du monde arabe. Eh bien, on préfère aller vers la fragmentation. Et quand je regarde ce qui se passe en Europe, si vous permettez un mot sur l'Ukraine, mais sur l'Ukraine, les responsabilités sont partagées. Il a raison de vouloir se défendre, Vladimir Poutine? Non mais qu'est-ce que les institutions européennes recherchaient en allant chatouiller les moustaches de l'ours russe en Ukraine, alors qu'il y avait 2 projets qui étaient des projets de libre-échange, un projet d'accord d'association à l'ouest, et un projet de zone économique eurasienne à l'Est. Eh bien, on pouvait faire en sorte que ces projets confluent, parce que chacun sait que la nature de l'Ukraine est particulière. C'est un pays hétérogène, peuplé à l'Ouest de gens qui sont des ressortissants d'Europe centrale, mais à l'Est de russophones. Et la réalité de l'Ukraine aujourd'hui, elle est méconnue. L'opinion est sous-informée, manipulée, car l'Ukraine est d'abord un objet géostratégique. Monsieur Brzezinski avait écrit c'est l'ancien secrétaire d'État américain, en 1998, pour empêcher la Russie de redevenir une grande puissance, il faut soustraire l'Ukraine à son influence. Eh bien, nous y sommes. Il y avait eu la révolution orange en 2004, et maintenant, je dois dire que j'ai exercé moi-même un certain rôle, une certaine médiation pour obtenir que la Russie accepte les élections qui ont abouti à l'élection de M. Porochenko. Mais M. Porochenko a été élu pour faire la paix, pas pour faire la guerre. Et quelles sont les initiatives que prennent les institutions européennes aujourd'hui pour influer sur, je dirais, la politique de M. Porochenko, la politique ukrainienne, qui vise à réduire une ville d'1 million d'habitants? Il y a déjà eu 1100 morts, c'est pas suffisant. On dit 1800 morts à Gaza, mais il y en a eu 1100. Humanitaire, effectivement, très et on voit des préoccupante. chars, des avions qui tirent sur leur population. Il y a quand même un moment où l'Europe, si elle était libre, si elle était européenne, pour reprendre l'expression du général de Gaulle, dirait, eh bien écoutez, il y a quand même un terrain d'entente à trouver, une certaine régionalisation de l'Ukraine, pour que chacun s'y sente à l'aise. Un mot de politique intérieure, Jean-Pierre Chevènement. Vous avez des héritiers à gauche aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui se réclament plus ou moins de moi. Et naturellement, je laisse faire, je laisse dire, parce que je ne peux pas corriger. Mais j'ai toujours essayé d'avoir une vision d'homme d'État qui tienne compte du monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est
Et des noms alors? Alors, je vais vous dire, je ne veux pas vous citer de noms parce que j'ai de la sympathie pour plusieurs. Et je ne veux m'enlever une possibilité d'influence sur personne, si tant est que je peux avoir un peu d'influence. Mais si on avait écouté ce que j'avais dit en 1983, plutôt que de nous accrocher à la monnaie forte, qui a abouti à la désindustrialisation de la France, sur le Moyen-Orient, vous l'évoquez tout à l'heure, sur la réorganisation de l'État, la réforme territoriale, quand elle a été engagée en Corse, en dépit du bon sens, mais on voit aujourd'hui que c'est une généralisation de tout cela qui se prépare, eh bien, on devrait se dire qu'il y a peut-être un retour aux fondamentaux républicains qui est nécessaire dans notre pays, et c'est ce que moi j'attends, c'est que la France comprenne que le monde a changé et se positionne par rapport au monde tel qu'il est, avec courage et avec ambition. Notre pays n'est pas fini. Merci Jean-Pierre Chevènement d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.